Moi, mon objectif, c'est de combiner mes expertises sur des nanomatériaux qu'on peut coupler avec des protéines et surtout des matériaux qui émettent de la lumière. Et donc me servir de cette lumière. Comme application derrière, tu pourrais imaginer développer un objet, tu arriverais à le guider C'est exactement ce que j'aurais envie de faire, pas avec un aimant, mais avec la lumière. avec la lumière. Allez. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode de Dromia Matériaux, votre podcast sciences, matériaux et développement personnel, propulsé par Alexandre Créative. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inviter un super copain à moi. On a fait notre thèse ensemble dans le même laboratoire. Je vous le présente, Baptiste. Bonjour. Bonjour Mike, Alors, et merci Alexandre Créatier pour l'opportunité. Ah, bah c'est gentil, merci beaucoup. Merci à toi d'avoir accepté. C'est super, super cool. Je sais que là, maintenant, t'es pas mal pris entre les TD et tout ça, tout ça. Fin de Ouais, journée, ça n'est-ce change un pas? peu. C'est ça. Bon, bah c'est cool. Bah merci Baptiste en tout cas d'être là, de pouvoir discuter, d'échanger sur ta thématique, de pouvoir échanger après sur ce que tu as fait, ta recherche, tout ça, et les bons côtés, les mauvais côtés d'être enseignant-chercheur. Et Voilà. tout ça. Bon, Baptiste, on commence. Te présenter tout simplement. Présente-toi à nos auditeurs pour qu'on sache qui tu es. Ok. Donc moi, je suis Baptiste Amorou. Je suis un tout nouveau maître de conférence depuis septembre. Et donc, comme Mike l'a dit, j'ai démarré par une thèse à même labo que lui. Tu veux que je commence par parler de mon parcours directement? Oui, bah, fais-toi plaisir. Tu prends le temps que tu veux. Moi, si tu parles trop, je te dis stop. T'inquiète pas. Ok, Il n'y a n'hésite pas pas à de couper. problème. Donc moi, j'ai un parcours extrêmement non linéaire et qui change un petit peu des parcours qu'il y a eu lors des podcasts précédents. Donc à la base, à la sortie du lycée, pour moi, la chimie, c'était quelque chose qui était super ennuyant. On voyait que des tableaux d'avancement, toujours la même chose. Et en physique, on voyait qu'un skieur, on ne pouvait plus. Ce qui m'intéressait, c'était la biologie. Et donc j'ai commencé par aller faire première année de pharmacie. C'était encore séparé de médecine à cette époque-là. Et je me suis rendu compte que finalement, la biologie, c'était beaucoup de par cœur. Donc désolé pour les biologistes, mais j'avais aussi besoin d'avoir des matières où je voulais réfléchir, comprendre et pas juste apprendre bêtement. Et finalement, j'ai fini par aller faire de la chimie. Mais j'avais toujours cet attrait pour la biologie et j'ai essayé de toujours rester à l'interface, faire de la chimie pour aller vers des applications pour la biologie et la nanobiologie, on verra plus tard. Mhm. Donc j'ai fait, après un parcours classique, une licence de chimie, un master. Et puis je suis arrivé en thèse où j'ai vu des gens bizarres, des doctorants qui étaient en costume 3 pièces tous les jours. N'est-ce pas, Mike? Là, je vois que tu as changé de costume. C'est vrai, effectivement. Ouais, j'en ai pas mis. J'aurais dû en mettre un, c'est vrai. Et donc là, j'ai commencé à faire des trucs un petit peu bizarres. Donc, avant d'arriver en thèse, j'étais dans le domaine des nanomatériaux, plutôt du côté de la matière molle. Donc, des molécules qui vont ressembler à des savons, qui vont s'auto-assembler et faire des objets, juste par interaction hydrophobe ou électrostatique. Mhm. Et pendant ma thèse, je suis passé sur un optique de nanomatériaux plus durs, des nanomatériaux inorganiques. Donc, changer totalement de monde, dans le laboratoire un petit peu des savons, aller faire des nanomatériaux inorganiques, c'est tout à fait nouveau. Essayer de s'en servir pour jouer avec de la lumière, faire un peu de photochimie. Et donc l'idée, c'était de mettre au point des nouvelles sondes pour aller faire de la microscopie de fluorescence en super résolution. Donc une application de pointe, et finalement, à la fin de ma thèse, on n'a jamais pu voir l'application. Moi, j'étais super frustré. Je me dis, bon, mais ok, c'est cool. J'aimerais bien savoir à quoi ça ressemble une manip de super résolution. Et donc pour ça, je suis allé en postdoc en Belgique, où j'ai fait un premier postdoc d'un laboratoire de biochimie, Mhm. que je commençais à me rapprocher de la bio. Où là, pendant un an, j'ai joué avec des microscopes. Donc, j'ai fait moi-même des manips de microscopie. J'ai appris à faire des nouveaux types de nano-objets, cette fois plus par de la chimie, mais par des protéines. Comment est-ce qu'on va pouvoir utiliser de l'ADN pour faire coder pour des protéines et faire maintenant des nouveaux types de nano-objets à base de protéines ou Bah, c'est associer des super cool. protéines avec des colorants organiques. Bah, c'est Donc, je suis super vraiment cool. passé d'une casquette à une autre. Ouais. Et donc là, au niveau des... Moi, je faisais des objets qui brillent, luminescents. Donc, j'avais vu des matériaux inorganiques, des protéines. Finalement, il ne me restait plus qu'un fluorophore à voir. Et je suis rentré
en France sur notre postdoc où là j'ai fait aussi des matériaux fluorescents et cette fois des colorants organiques. Donc j'ai même fait un peu de chimie orga. Donc vraiment un parcours extrêmement inhabituel, Bah, c'est assez large super en top. physico-chimie et Ouais. sur différents types de nanomatériaux, des auto-assemblages, des structures inorganiques, des protéines. Voilà. Et Bah, donc c'est à la suite super de cool. ça, j'ai eu de la chance, je dirais pas par hasard, mais presque. J'ai enfin réussi à trouver un poste parce que c'était pas chose facile. Ouais, tu m'étonnes. On en reparlera si tu veux sur le secteur Voilà. de comment on, pour le recrutement des maîtres de conf. Mais c'est vrai que c'est un secteur ben, incroyable, incroyable. C'est vrai que c'est un aspect que je C'est un savais pas, parcours qui franchement. surprend. Ouais, je savais pas. C'est vrai que tu m'avais pas parlé de ça, mais je savais pas que tu avais tous ces aspects d'interface. Autant dans la biologie, c'est ça, la biologie, chimie et tout ça, toutes ces Ouais. interfaces. Je savais que tu travaillais sur les nano-objets. D'ailleurs, c'est un truc que j'aimerais bien qu'on en discute. Finalement, la notion de nano-objet et que ces objets, si on augmente à une échelle plus macro, à l'échelle de la taille humaine, donc Mhm. nous on parle plutôt du millimètre ou des choses comme ça, ou du submicronique, savoir finalement, est-ce qu'il y a une, une liaison finalement de jouer vraiment sur l'échelle nano qui peut se répercuter sur une échelle plus macro. Voilà, ça c'est un truc aussi que j'aimerais bien qu'on en discute. Euh, Ouais. euh, bah écoute, super, super top. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire de la chimie? Là, tu me disais qu'effectivement au début, bon, la chimie c'est trop chiant. Ouais. Qu'est-ce Et qui m'a finalement, poussé qu'est-ce à qui faire t'a ça? poussé de fil en aiguille à se dire, bon, bah finalement, c'est pas stupide de faire ça. Mais alors, en fait, quand j'étais en première année de pharmacie, ces matières à mémoire où il fallait apprendre la biologie Hmm. cellulaire, la biologie végétale, c'était chiant à mourir. Et la chimie orga, mais à la fin, c'est suite réactionnelle. Je faisais ça comme je pouvais faire des sudoku et je pouvais y passer des demi-journées. Et c'était un jeu. Et au final, je suis allé en fac de chimie pour la chimie orga. Et bon, après, moi, je suis quelqu'un qui fonctionne à l'affinité. Et des fois, on rencontre des profs qui correspondent pas aux attentes qu'on aurait. Et finalement, j'ai été assez vite dégoûté de la chimie orga en fac de chimie, alors que j'y allais pour ça. Et j'étais pas loin de me perdre à la fac. Et là, c'est aussi un petit conseil pour les étudiants, c'est qu'au final, au bout d'un moment, on se retrouve à la fac, ok, on a passé des années avec plus ou moins d'encombre. Au bout d'un moment, il faut commencer à se poser la question, mais qu'est-ce que je vais faire après? Et on n'a souvent pas la réponse. Et moi, j'ai eu la chance de faire un stage dans un laboratoire où j'ai rencontré Mike pour la première fois. Mais bon, c'est pas à cause de toi que j'ai fait de la recherche, je suis désolé. Je m'en suis douté. Je savais que bon, le costume 3 PS, finalement. Ça aurait pu. Mais non, c'était pas pour ça. En fait, ça m'avait bien plu d'avoir ce goût du challenge. On arrive sur une thématique plus ou moins nouvelle, et finalement, sur le grand domaine de la recherche, nous, on explore un tout petit secteur, et on est un petit peu un pionnier de ce tout petit secteur, et cette, cette soif de découverte, on ne sait pas si ça va marcher, ça va pas marcher. Voilà, faut pas avoir peur du challenge, mais si ça plaît, la recherche, c'est quelque chose qui est assez excitant. Effectivement, oui. C'est vrai que quand Et on donc est en finalement, thèse, j'ai eu ouais. l'opportunité et j'ai continué. Ouais, effectivement. C'est vrai que quand on est en thèse, c'est ce. On devient une pointure. Finalement, pendant 3 ans, on travaille vraiment sur notre sujet, on devient une pointure de notre sujet. Parce on est obligé, hein, finalement, on est obligé de savoir de ce qu'on raconte pour pas qu'on nous tombe dessus. Mais en fait, mais si je retiens une phrase de mon directeur de thèse, c'est finalement à la fin de la thèse, tu es l'expert mondial sur ton sujet. Ton sujet était tellement précis et délimité à une toute petite section, tu étais le seul à l'explorer autant dans le détail et personne en sait autant que toi, normalement, à la fin de ta thèse. et le lendemain, bah, t'es doublé par un nouveau doctorant qui fait plus que toi. Ah oui, c'est ça. Après, ça va vite. Bon, super, ben merci pour cette belle présentation. Ben, finalement, j'ai appris des choses, tu vois, il y a des trucs que je savais pas également. Donc, La vie, ça fait plein de surprises. ah bah écoute, bah ouais. J'allais dire, bah tiens, comme ça, au moins, je vais te demander de m'interviewer pour un épisode spécial. Tu apprendras des surprises aussi. Très Ah, bien. blague à part. Bon, bah écoute, super, merci Baptiste. Ben, euh, je voulais qu'on rentre dans le sujet, donc on a commencé déjà à en parler, notamment sur ton sujet. Que tu nous présentes un peu, bah, vraiment, bah, tes deux aspects, parce que là, il va y avoir deux aspects à présenter. L'aspect plutôt enseignement, ou en tant que maître Ouais. de conf, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu proposes comme TD? Et l'aspect plutôt chercheur, où finalement,
tu vas nous dire finalement quels sont tes sujets de thèse. Enfin, sujets de thèse. Alors, c'est pas un lapsus finalement. Pourquoi? Parce que peut-être que tu travailles des thésards, peut-être que tu les aides finalement. Donc, c'est un sujet de thèse pour d'autres thésards aussi. Ok. Tes sujets à toi, donc en tant que chercheur. Et, et si tu arrives néanmoins à faire la connexion entre ce que tu es capable d'enseigner et ce que tu es dans la recherche, est-ce que tu arrives vraiment à pouvoir faire ces connexions aussi? Parce que ça, c'est super important. Finalement, tu apportes beaucoup tu sais, de terrain, de vécu à ton enseignement. Et je pense que c'est vraiment une vraie plus-value pour les étudiants. Donc, je t'en prie, déjà, essaie de nous présenter un peu ton introduction, les enjeux Ok. globaux de ta thématique. Je vais faire l'inverse. Je vais commencer par la partie enseignement, juste pour t'embêter. Je t'en Donc, prie. au niveau de l'enseignement, moi, je suis à l'université Sorbonne Paris-Nord, qui s'appelait avant Paris 13, qui n'est pas dans le 13e, faut pas se monter. Et au sein de cette université, moi, je suis sur une antenne qui est un UFR, SMBH, qui est surtout lié à la santé, médecine, biologie. Et donc ici, il y a pas vraiment de master de chimie. Donc moi, j'interviens uniquement au niveau d'une licence, et c'est une licence un petit peu particulière, où il y a à la fois, sur le même niveau, de la chimie, de la biologie et de la biophysique. Donc c'est un peu inhabituel par rapport à des chimistes traditionnels. Il doit vraiment se taper à la fois de la biologie cellulaire, de la zoologie, de la biophysique et de la chimie organique. Donc c'est assez demandeur pour les étudiants qui sont très motivés. Et donc moi, sur ce parcours-là, j'interviens aux différentes années de la L1 à la L3, pour le moment que sur des TD et des TP, sur différents domaines de physico-chimie. Donc, ça peut être de la chimie analytique, de la chimie physique nucléaire, de l'atomistique. Après, il faut savoir que vu que je suis nouveau maître de conférence, les 2 premières années, il y a une décharge d'enseignement. Donc normalement, pour les auditeurs, qu'est-ce que c'est qu'un service d'enseignement pour un enseignant-chercheur? Ça représente 192 heures, l'équivalent TD par année. Et en tant que nouveau maître de conférence, la première année, il y a une décharge de 64 heures en moins, et la deuxième année, 32 heures. En contrepartie, la première année, pour devenir titulaire, je dois assister à 32 heures de formation en lien avec la pédagogie. Parce qu'au final, on arrive, ok, on a fait des études plus ou moins brillantes, on est arrivé au doctorat, on a fait des post-docs, mais finalement, l'enseignement, on en est plus ou moins éloigné. Et là, on est jeté dans le grand bain. Donc, c'est bien, c'est assez récent qu'il y ait ces formations pour les nouveaux maîtres de conférence. Et donc, j'ai la chance de pouvoir en bénéficier, ce qui n'a pas été le cas pour mes collègues auparavant. Ah, effectivement, c'est vrai que je rebondis juste sur cette petite phrase et après je te relaisse la parole. C'est vrai que finalement, c'est pas être un bon chercheur, c'est une chose, mais être un bon pédagogue, c'est une autre. Et c'est vrai que c'est savoir expliquer sa recherche, c'est pas si facile que ça. Voilà, moi je suis d'accord avec toi. Ouais, puis après, ça dépend aussi des affinités de chacun. Il y en a qui préfèrent la recherche, l'autre l'enseignement. Et la difficulté du rôle de la fonction d'enseignant-chercheur, c'est d'arriver à mener de front les deux aspects. Arriver à maintenir sa recherche tout en faisant un enseignement de bonne qualité et aussi agréable pour les étudiants. Ah, effectivement, oui, c'est vrai. C'est vrai. Ça, c'est plutôt top. Donc, tu interviens effectivement dans licence, quoi. Tout ce qui se passe, cette C'est partie-là. Et... ça. Ouais, c'est cool. C'est cool. Mais c'est bien d'avoir ce ressenti de pouvoir. J'oublie pas que j'ai été étudiant. Tu as été étudiant. Nous avons été étudiants. On a toujours eu un prof qui. Alors, oui, il est brillant, mais bon, il nous balance des choses, on comprend rien. Et ça, effectivement, c'est un manque de pédagogie, on va pas se mentir. Mais, euh, mais c'est vrai qu'effectivement, c'est bien d'en avoir conscience, quoi. C'est bien d'en avoir conscience, de se dire, bah, l'objectif, c'est de rendre le cours le plus agréable aux étudiants. Les mentalités changent. Chaque année passe, Mhm. c'est des nouvelles mentalités, des nouveaux étudiants. Et je pense que le but de l'enseignant, c'est de garder les valeurs, en fait, ses valeurs. Mais il faut bien aussi avoir une évolution de son contenu, se, se tenir toujours au courant de l'actualité pour pouvoir toujours proposer un contenu de qualité, donner des anecdotes. Moi, je trouve que c'est pas mal, donner des anecdotes aux étudiants. Et surtout Ouais. des anecdotes d'actualité. Et je crois que le boulot vraiment, et tu me diras si je me trompe, ce que tu penses à l'inverse, hein, c'est possible, mais je pense que le boulot vraiment d'enseignant, qu'importe le niveau, mais pourquoi enseignant-chercheur? Parce qu'enseignant-chercheur, il y a vraiment la partie recherche, et finalement, il y a l'aspect terrain. C'est ça, en fait, qui est différent par rapport à d'autres types d'enseignement. C'est vraiment de faire toujours le parallèle avec le terrain. Montrer que ce que tu apprends, ça te sert. C'est pas juste pour ton partiel et que tu as appris, après tu peux jarcler et finalement tu veux pas l'utiliser dans la vraie vie. Et je Ouais. pense que c'est vraiment intéressant de créer
cette connexion. Dire ce que tu fais, ce que tu apprends, tu vas l'utiliser et il est valable pour toi dans la vraie vie. Et je pense que ça, c'est vraiment un défi, ça. Je sais pas ce que tu en Ouais. penses. Si, tu as raison, mais c'est aussi pour ça que maintenant, de plus en plus, on commence à entendre parler de l'approche de pédagogie par compétences, ou justement pour essayer de mettre au cœur les compétences. Et après, moi, j'ai eu de la chance parce qu'avant d'avoir ce poste-là, j'étais en postdoc à l'ENS Paris-Saclay au PPSM, donc l'ancienne ENS Cachan, et où j'ai vu tout un tas de pédagogies actives mises en place pour essayer de vraiment faire de l'étudiant un acteur de la pédagogie et avec en partant de sujets, à base même de produits de quotidien que tu pourrais faire dans ta cuisine, finalement amener les étudiants à développer leurs sujets, qu'ils fassent eux-mêmes leur biblio, qu'ils designent leurs expériences. Et après, ils étaient même guidés dans le TP, dans une salle de TP, faire leur manip qu'ils avaient choisi. Et ça finissait même par des sessions poster et pour certains, même l'écriture d'une publication. Donc là, vraiment, c'était de l'enseignement par la pratique de l'activité de recherche. Donc, c'était une grande école, c'est des effectifs plus réduits. C'est plus facile à mettre en place qu'à l'université, mais c'est quand même une idée que je garde dans un coin de ma tête. Ouais, c'est super. Effectivement, rendre l'enseignement actif, il n'y a pas mieux pour pouvoir ancrer chaque connaissance dans ton esprit. Parce que c'est vrai que c'est ça qui tue, je trouve, l'enseignement, c'est vraiment qu'on est trop passif. On est trop passif, on est étudiant ou élève. On a un système où on rend l'étudiant ou l'élève trop passif et finalement, on s'étonne pourquoi il n'apprend pas. Mais tu sais, la meilleure mémoire, en réalité, ça me fait penser, la meilleure mémoire que l'humain il a, c'est la mémoire physique. Tu sais, comme apprendre à Mm. nager, apprendre à faire du Ouais, vélo. Et finalement, ça démontre que être actif dans son apprentissage, ça permet d'apprendre. Alors, je ne vois pas ouais. pourquoi ce ne serait pas valable ailleurs, en fait. Effectivement. Mais je pense que maintenant, mes étudiants ils ont compris comment je fonctionnais en TD. Dès qu'il y a un exercice, je pose toujours la première question, c'est qui a réussi à le faire? Et ceux qui n'ont pas réussi, il y a presque 100% de chances que ce soit un de ceux-là qui passe au tableau. Parce que pour moi, c'est pas une punition qui passe au tableau, c'est OK, mais tu vas passer au tableau, maintenant tu vas comprendre et le reste de la salle, c'est ton équipe, ils sont là, ils vont t'aider à résoudre C'est ça, l'exercice. c'est ça. C'est ça, mais c'est très intéressant ce que tu dis parce que tu es en train d'essayer de démonter un préjugé. Et c'est ça qui est fort, c'est de démonter un préjugé, c'est de se dire maintenant tu passes au tableau pas pour la punition, mais tu passes au tableau pour être acteur de ton apprentissage. Ouais. Et les autres qui ont appris, il faut aussi dire à ces autres élèves, maintenant vous êtes enseignant en fait, vous êtes acteur de la pédagogie, Mm, vous-même. c'est ça. Et c'est ça qui Alors, l'idée est superbe. Maintenant, faire en sorte que, en pratique, sur le terrain, tu arrives vraiment à communiquer cette idée, je crois que c'est un peu plus compliqué parce que finalement, pour une autre interprétation, il y en a un qui va se dire bah moi je suis assis, je me les glande et l'autre il est en train de faire le taf quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Selon ouais. les interprétations. Et le but c'est que tu fasses vivre cette idée, tu arrives à faire vivre cette idée. Tu sais pourquoi pas tu fais pas lever 2-3 élèves avec lui qui ont bien réussi, qui se mettent à côté de lui autour du tableau et qui l'aident et qui discutent, tu vois, le rendre un peu la classe plus mobile peut-être, moins assise et plus mobile, tu vois. Ouais. Ça pourrait être une idée. Ouais, c'est plutôt ou alors se réunir tous autour du tableau, tu vois. Être Mm, assis, se réunir tous autour du tableau et raisonner ensemble. Ça peut être une bonne idée aussi. Ça évite que les gens sont trop passifs et sont sur leur portable. Et ainsi de suite, quoi. c'est ça. Bah écoute, top. Côté recherche, alors ouais, je t'ai pas oublié. Côté recherche, Ouais. dis-nous en tout. Allez. Et côté recherche, donc je l'ai pas dit avant, mais j'ai intégré un laboratoire qui est le laboratoire LVTS, qui est plutôt un laboratoire de biologie, qui est le laboratoire qui axe sa recherche sur les maladies cardiovasculaires, mais c'est une recherche translationnelle qui va en biologie de la détection de protéines d'intérêt, avec la conception d'outils avec des chimistes, jusqu'à des applications précliniques et cliniques. Donc il y a toute la chaîne jusqu'au médecin à l'hôpital. C'est ce qui est vachement intéressant. Oui, c'est Et donc ça a été incroyable. aussi un des intérêts pour moi de, OK, je suis un chimiste, je veux faire des choses pour la biologie, et si je peux avoir tout ça au sein d'un même labo, c'est quand même vachement plus pratique. Bah tu m'étonnes, c'est incroyable. Ça, c'est super d'avoir la chaîne de valeur, maîtriser cette chaîne de valeur et vraiment te sentir partie intégrante de ce maillon, d'un maillon en fait. Et c'est super. Et là, pour le coup, on parle de terrain, mais là, tu y es dedans complètement. C'est incroyable. Je trouve ça super cool. Super cool. Et donc, tu évolues donc, en tant que chimiste dans ce monde de biologiste. Et
ton sujet en tant que tel, vraiment ton sujet où tu interviens. Et au-delà de ça, donc ça c'est une première question. Et la deuxième, pour te donner de quoi t'alimenter. Et la deuxième, après, ce sera les enjeux finalement, les enjeux dans ton secteur. Ok. Donc moi, au sein de ce grand labo, donc il y a plusieurs équipes, principalement de chimistes. Et il y a une seule de biologistes. Il y a une équipe où il y a des chimistes répartis sur différents sites. Il y a quelques polyméristes. Et moi, je suis dans une partie de cette équipe où c'est plutôt des gens qui travaillent sur des nanomatériaux, qui ont une expertise depuis plusieurs années sur différents types de matériaux utilisés pour la biologie, que ce soit pour de l'imagerie, pour de la thérapie, et en particulier des oxydes de fer, où grâce à un aimant, on va pouvoir soit aller faire de l'imagerie de type IRM, soit se servir de cet aimant pour faire chauffer ces molécules et avoir une application thérapeutique par hyperthermie ou même photothermie avec de la lumière. Donc tu es dans le domaine inorganique, le domaine des céramiques, si je dis pas de bêtises. Ouais, pas tout à ouais, allez, vu de loin. Oui, parce que Le alors, domaine est large. mais voilà, parce que dans les matériaux, alors j'ai eu une discussion, j'ai eu déjà des discussions sur la notion de polymère et de thermoplastique. Donc ça veut dire une notion de famille, comment on classe la famille des matériaux, voilà. Et et là, pourquoi je t'en parle de céramique? Parce que bon, trois grandes familles. Pour moi, c'est les polymères, les céramiques et les métaux. Et les céramiques, c'est Mais là, tous les oxydes. Pour moi, je mets tous les oxydes dans les céramiques. Après, du peut-être coup, je me je trompe. suis à cheval. Alors, sur ta définition, je serais à cheval entre les céramiques et les métaux. Ouais. Parce que, donc moi, mon objectif dans cette équipe-là, c'est d'essayer de combiner mes expertises sur des nanomatériaux qu'on peut coupler avec des protéines et surtout des matériaux qui émettent de la lumière. Et donc, me servir de cette lumière. Et donc, mon idée, c'est de combiner mes objets avec ces oxydes de fer. Pour avoir des D'accord. objets, on pourrait combiner des propriétés d'émission de lumière, de luminescence, avec des propriétés liées au magnétisme. D'accord. Et tout ça, c'est pour finalement localiser une protéine? Ou suivre, ou traquer une protéine que tu mets dans le corps humain? Alors, ça peut dépendre. On pourrait faire soit de l'imagerie et se servir d'un colorant ou de l'IRM pour Mhm. visualiser où est l'objet. Mhm. On peut aussi faire du ciblage, parce que finalement, quand on a une particule magnétique, on prend un aimant et on peut la balader. Ah oui, et faire comme un robot finalement. Exactement. Intéressant. Même des publics, vous appelez ça des micro-robots. Alors bientôt, ils appelleront ça des nanorobots quand ils font ça plus petit. Ouais, tout à fait. Incroyable. Eh oui, pourquoi pas? Eh oui. Ouais, c'est ça. C'est incroyable. Ben, c'est incroyable, je trouve. C'est incroyable. On pourra en parler. Waouh. Ah ouais. Donc, il y a des Et publics où ils se sont amusés, ils ont fait de l'impression 3D, et par l'impression 3D, ils ont fait des petits modèles en forme de poisson ou de crabe. Et ces modèles-là, de polymères, ils les ont imprégnés dans des solutions d'oxyde de fer. Et du oui. coup, ils ont des petits modèles en impression 3D qui peuvent balader avec ton aimant. Wow, super, super. Et le type d'interaction entre ces oxydes de fer et les polymères, c'est quoi? C'est simplement il est imbibé, une interaction physique, ou c'est Ouais, c'était juste de l'imprégnation en imprégnation? imbibant. Hmm. D'accord, très bien. Wow, c'est incroyable. Semble. Enfin, c'est incroyable finalement. Tout ça pour traquer les choses. Ça veut dire que comme application derrière, tu pourrais imaginer toi développer un objet qui est porteur d'un principe actif et tu arriverais à le guider au lieu de faiblesse, au lieu de la maladie, ou pour traiter une maladie vraiment localement, que des choses comme ça, pour éviter d'ouvrir le corps humain et d'aller chercher, quoi, vraiment de l'accompagner à un endroit Alors, bien précis. moi, c'est exactement ce que j'aurais envie de faire, pas avec un aimant, mais avec la lumière. Avec la lumière. Allez, incroyable. Donc Vas-y, je moi, t'en j'ai prie. surtout axé l'introduction sur les différents types de nano-objets que j'ai utilisés, mais Ouais. j'ai fait beaucoup de photochimie. Donc j'ai cette double casquette de photochimiste et de concepteur de nano-objets. Mhm. Et donc mon idée, c'est finalement d'utiliser la lumière pour faire briller ces objets, dans tous les sens du terme, mais aussi me servir de cette lumière pour changer la localisation de ces objets. Finalement, la lumière va les révéler, va les adresser vers différentes cibles, et va pouvoir déclencher un effet thérapeutique, peut-être du relargage de principes actifs, peut-être de la photothermie, la PDT, pourquoi pas. Tout ce qu'on peut faire est de la lumière. Et si Incroyable. je coupe ces objets avec des objets magnétiques, on peut aussi rajouter tout l'avantage des propriétés magnétiques. Incroyable. Incroyable. Donc là, tu nous as
tu nous as dit encore plus de ce que tu fais par rapport au Que secteur. Hein. j'essaye Vraiment, de c'était la faire. question du secteur. Là, Ouais. c'est le début. Mais c'est le début, vraiment. Parce que j'allais te poser la question, oui, donc les grands axes du secteur, mais là, tu es en train de me donner vraiment tes axes à toi de recherche. Mais finalement, les Mais, grands axes du ouais, secteur, c'est mais lesquels dans ce finalement, domaine-là? je suis dans un secteur qu'on pourrait appeler la nanobiologie. Ouais, Et dans le domaine de la nanobiologie, qu'est-ce qu'on cherche à faire? On cherche à imager ou on cherche à aller faire de la nanomédecine pour aller soigner. Principalement, ce sont les deux aspects. Le, le premier problème de la biologie, c'est que finalement, qu'est-ce que c'est qu'une cellule humaine? Si on met ça sous un microscope, on voit rien. Et pour arriver à visualiser les structures et comprendre les phénomènes biologiques, ce qu'on a besoin en tant que chimiste ou même que biologiste, on a besoin d'aller envoyer des espions qui vont aller pour nous sur place et nous renvoyer un signal. Nous, donc en tant que chimiste, quelle est la contrainte? C'est que moi, je dois concevoir cet espion. Donc, lui donner les propriétés qui vont me permettre de le visualiser. Donc, si c'est un objet magnétique de pouvoir faire de l'IRM, mais bon, c'est pas super pratique. Ce qu'on préfère voir, c'est quelque chose de visuel. Et c'est pour ça que la luminescence et la fluorescence est beaucoup appréciée dans le domaine de la biologie. Au final, on amène de la lumière et on voit où est le signal. Donc, il incroyable. faut avoir cet objet qu'on puisse détecter, mais on veut détecter quelque chose. Donc, il faut aussi qu'on équipe cet objet de différents outils qui vont permettre de cibler spécifiquement ce qu'on cherche à visualiser. Donc, il y a tout l'enjeu d'arriver à avoir un ciblage efficace et un signal suffisamment important pour pouvoir voir l'objet. Super incroyable. Est-ce que tu peux nous donner rapidement la définition, donc pour les gens qui ne le sont pas du domaine, hein, la définition entre luminescence et fluorescence? Il me semble que c'est l'émission d'une particule, mais à des niveaux d'énergie différents, n'est-ce pas? Si je ne dis pas de bêtises. En fait, dans le langage courant, tout le monde parle de Ouais, fluorescence de voilà, façon générale, fluorescence. mais le terme général, c'est la luminescence. Donc la luminescence, qu'est-ce que c'est? C'est un système qui va émettre de la lumière. Et il y a différents systèmes. Il y en a que vous avez même peut-être déjà vu dans la nature. Vous avez peut-être vu des images de ces méduses fluorescentes. Ou alors les lucioles. Les lucioles, elles n'ont même pas besoin qu'on leur amène de la lumière. C'est une réaction biochimique qui va émettre de la lumière. Et donc là, on va parler de bioluminescence. Donc nous, en tant que chimiste, ben, la bioluminescence, je dis pas qu'on s'en tape, mais on n'y pense pas. Et donc moi, j'ai eu de la chance d'aller dans un labo de biochimie en postdoc et finalement, ah ben oui, il y a aussi ça. Parce que en tant que chimiste, on dit, OK, la luminescence, on a ce qu'on appelle la fluorescence et ce qu'on appelle la phosphorescence. Donc la différence entre les deux, de côté pratique, si on éteint la lumière, luminescence, fluorescence et phosphorescence, il faut qu'on donne une lumière pour exciter l'objet et qu'en retour, il émette une lumière à une autre longueur d'onde, une autre couleur. La différence, c'est que quand on éteint l'interrupteur de cette lumière, la phosphorescence, ça va persister un peu plus longtemps, alors que la fluorescence va s'éteindre très rapidement. D'accord. Moi, Et c'est donc, super les intéressant. décorations que vous avez dans les chambres d'enfants, vous avez ces petites étoiles qui brillent dans le noir une fois qu'on a éteint la lumière. Là, vous voyez qu'on a de la lumière qui persiste sur un temps très long. On appelle ça de la fluorescence, mais en fait, c'est la phosphorescence. Parce que justement, c'est sur des temps longs. Incroyable. Bah, comme quoi, maintenant, je dormirai moins bête. Non, mais c'était important de faire de redonner cette définition, cette sémantique, pour éviter effectivement de faire des lapsus et des choses comme Voilà. ça. Ben, ça rejoint un épisode qu'on a tourné avec Léa. Et coucou Léa, si tu nous entends. Et pourquoi je réagis sur cet épisode en particulier? Parce que tu m'as parlé au niveau donc des lucioles et la bioluminescence, si je dis pas de bêtises, c'est bien ce que C'est tu viens ça. de me dire. Et finalement, ça veut dire que tu peux travailler sur la bio-inspiration dans ton secteur. Tu peux te bio-inspirer de systèmes de la nature pour pouvoir finalement développer tes propres systèmes. C'est des choses, des pistes que vous avez commencé à regarder? Alors, en fait, c'est un de mes enjeux. La difficulté, c'est que pour commencer à s'intéresser à ça, il faut avoir des notions de biologie. Et finalement, quand tu commences à faire tes études et ton doctorat, tu as déjà un secteur qui est super restreint, et donc tu es un chimiste. Et la biologie, tu la maîtrises pas. Donc tu peux avoir une idée, ok, on va s'inspirer de la biologie, mais tu comprends pas très bien ces outils de la biologie, quelles sont les contraintes. Dans le laboratoire de biochimie, d'avoir fait des nano-objets à base de protéines, c'est que j'ai appris de façon très superficielle un petit peu cette culture que finalement,
si on arrive à coder spécifiquement de l'ADN, on peut arriver à produire des protéines d'intérêt. Et donc, moi, une de mes idées, un peu originale, c'est de faire des nouveaux nano-objets en couplant des nano-objets inorganiques, des nanoparticules, avec des protéines. Et donc, moi, l'enjeu de faire ce couplage-là, c'est finalement, ce qui est difficile pour un chimiste, c'est de faire un ciblage. On n'a pas beaucoup d'outils. Finalement, on doit attendre qu'un biologiste ait trouvé une protéine ou un anticorps qui puisse facilement être fonctionnalisé pour le coupler sur une molécule organique. Donc finalement, la stratégie n'est pas très originale. On va faire un lien peptidique et on va coupler sur un anticorps et on va prier pour que ça ne touche pas la zone spécifique responsable de la reconnaissance. Et donc la D'accord. difficulté, c'est le ciblage pour un chimiste. Et donc moi, mon idée, c'est finalement les biochimistes, changer le ciblage, mais quand on produit la protéine, produire une protéine où on met au final un petit signal d'adressage pour aller vers le noyau ou vers une mitochondrie. Finalement, pour un biologiste moléculaire, c'est assez facile. Du moment que cette séquence est connue, on fait ce qu'on appelle un clonage et on peut changer à volonté cette protéine. Donc mon idée, c'est que toute la partie ciblage, faire porter cet effort par une protéine sophistiquée et après, coupler cette protéine de façon simple avec mes nano-objets. Ah, c'est super, c'est incroyable. C'est super, c'est très bien, Et donc c'est aussi c'est pour ça que incroyable. j'avais besoin d'intégrer un laboratoire où il y avait des équipes de biologistes, et en particulier des biologistes moléculaires, et qui veuillent aussi travailler avec moi, parce que ben, je ne peux pas tout faire tout seul. Oui. C'est vrai que tu mets le point, tu appuies sur un point essentiel de la recherche et du système d'aujourd'hui, c'est on nous tend à être de plus en plus spécialisés, mais la vraie naissance de nouvelles disciplines est née par l'entrechoc de ces disciplines. En fait, c'est la mutation. On mute ces disciplines pour en faire une nouvelle en les associant. Ce qui est devenu, en fait, c'est ça la science des matériaux de base. C'est de la Ouais, mais chimie, de la physique et d'autres domaines. Et que finalement, ça donne naissance à la science des matériaux. Et la science des matériaux, c'est découplé en plusieurs domaines parce qu'il y a plusieurs natures de matériaux. Soit dans la chimie, c'est-à-dire dans la structure physique de la matière, ou côté chimie, les groupements chimiques qui est constitué la matière, ou alors encore différemment, l'échelle à laquelle on regarde le matériau. Parce qu'à l'échelle nanométrique, je pense que tu vas pas me faire une contradiction, mais à l'échelle nanométrique, il y a des choses qui se passent que peut-être qu'on n'aura pas à l'échelle submicronique ou micronique ou dans un matériau encore plus massif. c'est Donc, ça. c'est vrai qu'il y a beaucoup d'éléments à regarder. Et là, tu viens de mettre le doigt dessus, c'est vraiment qu'on ne peut pas tout faire et qu'effectivement, il faut commencer à créer des interfaces. Et en fait, faut s'ouvrir, quoi. Il faut arrêter de trop se focaliser sur son petit monde et s'ouvrir à d'autres disciplines pour pouvoir créer ce que tu proposes, quoi. Bah, c'est incroyable, Mais c'est en fait, on le voit incroyable. un petit peu à partir de la thèse. Au final, quand on fait nos études, ben, jusqu'en licence, on a une formation généraliste en chimie. En master, ça commence à se recentrer vers un master plus spécifique. Et après, en thèse, bon, de façon un peu forcée, pour avoir les financements de thèse, les laboratoires doivent proposer des sujets pluridisciplinaires. Ils peuvent pas trop y couper maintenant. Donc forcément, maintenant, un sujet de doctorat, ça va toucher au moins à deux disciplines. Mais souvent, tu vas peut-être être l'expert sur une de ces deux disciplines et subir un petit peu plus la deuxième. C'est difficile d'être aussi bon sur tous les aspects, sur ces projets de plus en plus pluridisciplinaires. Mais c'est tout ça la difficulté d'arriver à affronter différents domaines comme la biologie, la chimie, même la physique. Hmm. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est super intéressant. Et l'avantage C'est du trop cool. doctorat, c'est qu'au final, même si on ne devient pas l'expert, on apprend comment adapter son langage pour pouvoir communiquer en tant que chimiste avec un Oui, physicien, un biologiste. Et ok, je suis un chimiste, je maîtrise bien ma partie chimie, et maintenant je peux aller parler avec un physicien ou un biologiste. oui, Il sera expert, mais on sera capable d'interagir entre nous oui. pour être efficace. La notion d'interface, ouais, c'est super intéressant. C'est cette notion d'interface, savoir s'adapter à son public, pouvoir communiquer effectivement avec. Je pense que c'est ça qui va être crucial les prochaines années. C'est vraiment à la fois, il faut avoir des gens de pointure, mais maintenant revenir à des gens beaucoup plus générales pour créer des connexions, des interfaces. Voilà. Et effectivement proposer des recherches qui sont encore plus
plus intéressante et beaucoup plus aux frontières de différentes disciplines pour pouvoir naître des nouvelles disciplines. Et je pense que c'est comme ça qu'on y arrivera. Ouais, je suis un peu bouche bée, vraiment, j'ai rien à dire, hein, je te le dis honnêtement, parce que je trouve que non, je trouve que ça incroyable en fait, je trouve ça incroyable. Incroyable qu'on est capable de travailler sur ces sujets autant nanométriques, ce sont nano-objets. Ça peut paraître différent pour des gens qui sont matériaux, par exemple comme moi, de ma discipline, parce que mon échelle de travail, c'est l'échelle du micromètre ou du submicronique. Je veux dire du submicronique, je ne regarde pas la partie, par exemple, quand je vais explorer la structure physique via des outils de rhéologie ou des choses comme ça, ou des outils thermiques, que là, effectivement, je vais forcément regarder les liaisons. Mais, mais mon échelle, c'est plutôt du submicronique, parce que c'est-à-dire introduction d'une particule dans une matrice, polymère, métallique, inorganique, ce que tu souhaites, et finalement regarder l'influence de cette charge sur le seuil de percolation, pour rendre un matériau piézoélectrique, par exemple, ou des choses comme ça, ou autres. Hein. Et c'est vrai que c'est une échelle qui est différente de la tienne et comprendre ces objets maintenant à petite échelle, je suis friand pour vraiment comprendre comment je peux jouer à l'échelle nanométrique qui me permettrait de peut-être designer une propriété macro encore plus intéressante et éviter par exemple de charger trop ou éviter d'endommager une performance d'une matrice, quelle que soit la matrice, pour pouvoir en faire quelque chose derrière. Je trouve ça super intéressant. Ou faire des matériaux différents pour le bindical, par exemple des matériaux, notamment là je parle par exemple des particules d'argent que tu mettrais pour pouvoir faire des propriétés antiseptiques, mais peut-être inventer d'autres choses, tu vois, d'autres types de nano-objets pour pouvoir avoir des matériaux beaucoup plus pour le chirurgical ou pour des, des prothèses, ou par exemple, imaginez par exemple que tu mets une prothèse à quelqu'un, mais cette prothèse, mais pour réparer un endroit précis du corps, et que finalement cette prothèse, tu introduis tes nano-objets qui sont capables après dans la prothèse, comme finalement comme un sorte tu sais, de porte-avions, et qu'après de cette prothèse-là, il commence à se disperser dans le corps pour pouvoir réparer un endroit encore plus précis ou des choses comme ça, ou aider à la guérison. C'est incroyable, tu vois, des multitudes et variés en fait, on peut imaginer ce qu'on veut quoi. Ouais. Donc ouais, c'est incroyable. Du coup, moi je te la pose pour pas rompre la règle. Rompre la règle par rapport à ces techniques. Mais c'est vrai que moi, je parle beaucoup, donc dans les gens qui sont plutôt du macro, je parle beaucoup d'ACV, d'analyse de cycle de vie. Ouais. Dire finalement, est-ce que vous avez une idée du sourcing de la matière que vous faites, des étapes en fait de ce que vous générez comme CO2 par exemple dans la phase de création, de fabrication de votre objet, votre phase d'utilisation, est-ce qu'elle génère aussi du CO2, et votre phase d'élimination, comment vous faites en fait. Alors, je peux comprendre que dans ton cas, par exemple précis, effectivement, dans le corps humain, bon, bah, il y a une phase d'assimilation du corps et que finalement, le corps, il est rejeté. Après, peut-être ces choses-là peuvent être rejetées dans les urines ou dans les selles, ou dans ces choses-là, je ne sais pas, ou assimilées finalement par le corps d'une autre manière. Mais, mais quand même, tu échappes pas à la phase de sourcing de la matière. Ouais. Et est-ce que c'est des choses que vous regardez? Est-ce que vous essayez de vous sourcer différemment? Est-ce que finalement, à l'échelle, comme ça reste quand même de la théorie, et un premier niveau de maturité, bah, vous ne regardez pas trop le sourcing, mais est-ce que c'est des choses que dans votre discipline, vous regardez quand même? Dans la discipline des Euh, nanomatériaux, finalement. ouais. Alors, par rapport à ça, par rapport à mes nanomatériaux clés, donc moi, mes systèmes luminescents ou luminescents, à simplifier, ils sont un petit peu particuliers parce que normalement, quand on fait de la fluorescence, et on doit amener une source de lumière qui a beaucoup d'énergie, donc souvent dans l'UV, pour avoir une émission à plus basse énergie. Comme tout phénomène physique, il y a des pertes d'énergie. Et donc, une émission à plus faible énergie, ça va être dans le domaine du visible. Et moi, en fait, un peu comme mon parcours, mes particules, elles fonctionnent à contre-courant. Elles font de ce qu'on a appelé de l'up conversion. Finalement, moi, je ne vais pas exciter dans l'UV ou dans le bleu, dans le début du visible, mais je vais exciter dans l'infrarouge et récupérer une émission dans le visible. Et finalement, pour avoir ce système particulier, je suis limité dans le choix des outils. Soit on pourrait faire ça avec des colorants organiques compliqués, et j'ai pas les compétences pour les faire. Et moi, je fais des nanomatériaux, pour le coup, du côté des métaux et pas des céramiques, où je suis obligé d'utiliser des lanthanides, des terres rares. Donc, dès le départ, je suis plutôt du côté des pollueurs. Il n'y en a pas beaucoup et on doit les importer de l'étranger.
Ouais, je comprends. Je comprends. Mais c'est une bonne. Quand même, c'est une bonne Et question, quand même. Je trouve que c'est une bonne question. Parce c'est un que. premier problème. Oui. Déjà, c'est des métaux rares, Hmm. donc je peux pas les remplacer. Pour avoir Ouais. ces propriétés-là, je suis obligé Ouais. de passer par là. Ouais. Et ensuite, on a des nano-objets. Et donc, il y a un problème qui se pose. C'est une fois que j'ai fait une synthèse, quand je veux faire la synthèse suivante, je veux pas avoir de contamination. Et donc, pour ça, je dois faire beaucoup de lavage avec des solutions de type eau régale. Donc, je dois faire des mélanges d'acides, des solutions dangereuses, donc générer des nouveaux déchets. Et là, il y a un dilemme qui se pose finalement. Est-ce que ça vaut le coup de perdre tout ce temps, faire tous ces lavages pour laver sa verrie et après gérer ses déchets? Ou est-ce qu'il faudrait finalement, au lieu d'avoir un ballon et de le laver 100 fois, est-ce qu'on achète 100 ballons? Je ne me pose plus la question de la contamination. Et au final, tous ces solvants que j'ai utilisés pour faire le lavage, est-ce que ça générait pas plus de déchets? Et est-ce que ça coûtait au final pas plus cher, vu le coût des solvants et le temps horaire passé? Oui, oui, effectivement. Oui, c'est une bonne question. Mais c'est intéressant. Tu vois, je trouve ça super intéressant finalement la question parce que appliqué à ton domaine, où c'est un domaine qui est de pointure et qu'on a besoin d'avoir un réel contrôle sur tout ce qu'on fait. Parce que dit que ça touche au médical, par exemple, je prends pour illustrer mes propos donc comme tu sais que certains principes actifs, médicaments, selon s'ils sont lévogir ou dextrogir, ils n'ont pas la même Mm. la même propriété. Hein, donc ils Ouais. sont chirales, mais ils n'ont pas la même propriété. Donc ça demande vraiment une maîtrise finalement de ta structure pour avoir la propriété que tu souhaites et pas être parasité par autre chose. Donc c'est vrai que c'est ce que tu dis, tu as Mais là, besoin de ce niveau. Tu as c'est encore plus en amont que ça. C'est même pas au niveau de l'application. C'est déjà pour faire l'objet en lui-même. Hmm, Finalement, faire un nano-objet, oui, une synthèse d'un nano-objet, oui, c'est un petit peu les mêmes précautions à prendre que pour un biologiste, où va devoir être en conditions stériles, être sûr qu'il n'y ait pas de contaminants. Et quand tu fais un nano-objet, c'est la même chose. C'est la moindre impureté, elle va affecter ta nucléation. Et peut-être que ta synthèse ne marchera pas à cause de ça, ou peut-être qu'au final, tu auras formé ton objet, mais il n'aura pas la bonne forme ou la bonne taille, ou tu auras des distributions de taille très hétérogènes. Donc finalement, cette attention que portent les biologistes et qui disent ah les chimistes ils sont dégueulasses, ils manipulent comme des cochons, mais les gens qui font des nanomatériaux ont besoin un peu de la même rigueur pour s'assurer d'avoir des synthèses fiables et oui. reproductibles. Ouais, c'est super intéressant. C'est super. Donc on chasse pas les mêmes contaminants. Oui, Là, s'il y a une bactérie qui se balade dans l'air, on s'en fiche. Mais par contre, faut que la verrie, où va se passer la nucléation et la croissance de ces oui, objets, il faut qu'elle soit nickel. oui. Chaque élément parce que ça peut être en fait un site de nucléation différent en fait, Exactement. ouais, cette impureté. Je peux qualifier ça d'impureté. Ouais, c'est intéressant, tu vois. Merci beaucoup de ce point de vue parce que je pense que c'est des questions qu'on se pose pas assez de l'ACV finalement, l'analyse de cycle de vie pour vous Mm. dans votre domaine. Et la façon que tu y réponds, je la trouve très intéressante parce que tu mets les choses en perspective. Le temps que je produis, ce que je lave, est-ce que c'est pas mieux de prendre, de recycler. Finalement, on voit qu'il y a une demande, on voit que tu as une réelle demande, que tu peux pas faire autrement. Tu veux trouver des solutions alternatives, mais tu ne peux pas faire autrement. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que si toi, tu ne peux pas y résoudre, tu es conscient, mais tu ne peux pas y résoudre, comment d'autres peuvent designer des processus pour pouvoir, par exemple, récupérer ta verrie ou la nettoyer, ou alors finalement, si c'est une verrie spéciale, ben, allez, c'est du verre. Ben, ça part tout ça part tout à nouveau à refondre et on refait des nouveaux ballons. C'est vraiment une vraie question, je trouve, et le fait que tu apportes vraiment ta limitation, parce que pour l'instant, tu es limité, tu ne peux pas le faire, en fait. Tu peux pas. C'est super important, je trouve. C'est très, très intéressant, Baptiste. Franchement, c'est cool. Je te propose de passer à un autre point de l'interview, parce que Vas-y, je pense qu'en toute façon, allons-y. on pourrait en parler des heures de ce que tu fais. Et d'ailleurs, j'espère vraiment que ça donnera lieu, pardon, à un nouvel épisode ensemble. Nous Ouais, raconteras pourquoi pas. encore ton évolution, ce que tu as regardé, quels sont les différents points que tu as pu investiguer dans ta recherche par rapport à cet épisode-là et ce que tu voudrais ajouter et ainsi de suite. Voilà. Donc, ça sera une bonne Ah, c'est une opportunité. bonne idée. Ce sera une bonne opportunité, un bon suivi.
Baptiste, j'aimerais que tu gardes encore ta casquette de chercheur, mais là, rentrer un peu plus en toi, là, Baptiste, moi, Baptiste, plus Baptiste le chercheur, l'enseignant. Voilà. Et que tu me donnes un peu plus ton ressenti par rapport au secteur, c'est-à-dire ce que tu as découvert le secteur, tu t'es habitué à lui, donc le secteur de nanomatériaux, tu as déjà un recul qui est assez grand dessus, effectivement, au travers de ta thèse, au travers de tes postdocs, maintenant ton poste d'enseignant-chercheur, et que maintenant tu le vois de deux aspects, comment tu es capable de l'enseigner, que tu es capable de développer sur le terrain. Et ça a donné quoi comme état d'esprit? Comment ton état d'esprit a évolué par rapport à toutes ces étapes? Mais déjà, au départ, j'avais un état d'esprit assez candide et innocent. En gros, c'est super le monde de la recherche. Tout le monde travaille ensemble. Si je trouve une publication, ça a l'air génial, je prends le protocole, je suis aveuglément, tout va marcher pareil. Ça n'arrive jamais. Et donc, un des enjeux pour les nanomatériaux, mais je pense aussi pour d'autres domaines, c'est déjà d'essayer de faire un effort pour standardiser les méthodes et pour que les gens s'assurent que les travaux qui sont reportés, qui sont souvent de jolis travaux, puissent être reproduits. Il y a des groupes de chercheurs qui travaillent sur ces problèmes de reproduction de la science et comment la science peut elle-même se corriger. Et là, j'ai de la chance parce que dans mon labo, je suis sensibilisé à ça par un professeur en physique qui a une ERC qui s'appelle NanoBubbles, où justement, l'enjeu de cette ERC, c'est d'arriver à regarder la littérature en prenant des publications qui sont vraiment beaucoup citées et réétudiées. Est-ce qu'on est vraiment capable de reproduire ces travaux? Et si on n'en est pas capable, pourquoi est-ce qu'on n'en est pas capable? Est-ce que finalement c'est un problème de rigueur? Est-ce qu'il y a un manque de détails? Est-ce que je dis pas que tout le monde fraude, mais ça peut aussi arriver parce que finalement, au final, un enseignant-chercheur, c'est jugé à sa production, donc à son nombre de publis, et dans quel type de journal on va arriver à disséminer ces publications. Mmh. Donc il y a aussi une tentation par certains de frauder pour augmenter leur ratio de publis. Et donc il faut aussi en tenir rigueur et garder un esprit critique. Finalement, on a une publication, est-ce que c'est vraiment réalisable? Ok. Et si j'échoue, est-ce que c'est parce qu'eux se sont plantés ou est-ce que moi je fais quelque chose de différent? Et des fois, ça se joue à rien, ça peut jouer. Des fois, même ici au laboratoire, alors, ok, on fait un oxyde de fer, on prend un précurseur de fer, on fait la synthèse, elle a toujours marché. Maintenant, on change de fournisseur, on en prend un autre, on a un résultat différent. On n'a pas fraudé, c'est juste que finalement, juste la nature du précurseur, ça a affecté toute la suite de ta réaction. Et tout est différent à la fin. Ouais, Donc, effectivement. c'est ça qui est dur, Oui. d'arriver à vraiment presque surdécrire les protocoles pour arriver à ce que ça soit extrêmement robuste et vraiment reproductible. Mmh. Alors, je fais Donc, une c'est parenthèse. RC, je te fais ouais, une parenthèse. RC, c'est une chaire de recherche, c'est ça? ERC. ERC, pardon. Donc, c'est le financement européen, Ah, pardon, j'ai le cru que plus c'était prestigieux. une chaire, ouais, ok, parce que j'avais mal Non, entendu non, RC. Donc, c'est un financement, ok, pour les c'est auditeurs. ça. D'accord, bah c'est Donc vrai que. là, l'ERC en question, l'ERC NanoBubbles, c'est un financement de 8 millions. Donc, c'est un gros consortium de chimistes, de biologistes, de physiciens, même d'informaticiens, où justement ils essaient de regarder comment est-ce qu'on peut faire corriger ces problèmes en sciences. Donc ça, c'est un premier enjeu un petit peu général. Et ensuite, un deuxième, plus par rapport à mon domaine de la nanobiologie, que finalement, en tant que chimiste, on est content, on conçoit des objets, on imagine qu'on va les faire entrer dans des cellules qui vont avoir une application. Mais finalement, quand on discute avec des biologistes ou des biophysiciens, qu'est-ce qui se passe quand on injecte une solution de particules? Finalement, il y en a très peu qui vont arriver sur le site. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est au début, il faut que ce nano-objet arrive à rentrer dans la cellule. Et s'il arrive à rentrer, il va rentrer par des vésicules qui sont les endosomes. Et là, il faut arriver à sortir de ces endosomes pour pouvoir arriver sur son site. Et là, en tant que chimiste, avant d'arriver dans ce laboratoire, je m'étais même pas posé la question. Et là, quand je suis arrivé, on me dit, ah, c'est super tes idées, mais ça rentrera jamais dans la cellule. Ouais, je comprends. Non, mais Ouais. c'est super important. Mais Mais au c'est final, ça on qui est n'est trop pas cool. sensibilisé à ces questions parce C'est que ça, c'est notre domaine c'est et ça, on c'est fait ça. quelque chose pour la biologie, mais on ne s'est pas posé la question de comment va se passer la biologie finalement Ouais. derrière.
C'est incroyable. Mais c'est ça qui est incroyable. C'est ça qui est incroyable. C'est parce que c'est vrai que c'est des choses on arrive avec notre background, mais c'est vrai qu'en combinant ceux des autres et en regardant les limitations, et c'est par la contrainte que naît la créativité, la plupart du temps. Mm. Et c'est vraiment ça que. Ouais, je comprends, je comprends. Je vais pas épiloguer plus, mais je comprends vraiment ce que tu dis et c'est très, très intéressant. C'est ça le choc C'est des pour ça mondes, qu'il c'est ça faut, intéressant. Ouais. il faut être prudent. Et des fois, si on a un nano-objet, on va faire une manip de biologie, faire de l'imagerie, on a un bon résultat, mais il faut faire des contrôles parce que finalement, des fois, on peut avoir des résultats où, OK, on fait un colorant pour marquer des cellules. Et finalement, il y a des publications, il a été démontré. Ah, OK, ça marchait. Et puis, au fur et à mesure, en répétant, avec d'autres systèmes similaires, et finalement, on ne marque pas nos cellules. Et qu'est-ce qui se passait? C'est qu'il y avait une fuite au niveau du nano-objet. Donc, au final, Mhm. OK, les cellules étaient marquées, mais le nano-objet n'était pas arrivé sur place. Oui, Donc, oui, il faut ok. vraiment penser à faire beaucoup de contrôles pour vraiment être sûr de ce qu'on dit dès qu'on commence à aller Oui, vers l'application. ouais, je comprends. C'est vraiment c'est intéressant. Ben, merci vraiment Parce que de des mettre fois, sur ces points-là. on fait des mauvaises interprétations, Oui, on est de bonne foi. C'est pas oui, qu'on veut mentir, oui, oui. faire une fraude, mais on n'a pas pensé à finalement quelle autre opportunité pouvait se passer dans le contexte Effectivement. biologique. Effectivement. Ouais, ouais, c'est clair. C'est clair. Et du coup, ça enchaîne sur ton ressenti. Finalement, là, ton ressenti en tant que. Là, t'enlèves ta casquette de chercheur et ton ressenti sur ton secteur. Qu'est-ce que ça t'apporte finalement? Quand toi, tu vois de loin de ça, tu te dis, tu finis ta journée de travail, tu as donné tes enseignements, tu as fait ta recherche, tu rentres à la maison, tu enlèves toute ta casquette, hein, chercheur, enseignant, et tu te poses la question, bon, ben, qu'est-ce que je fais? Est-ce que ça a du sens? Ça n'a pas de sens? Mais ouais, ma première question serait peut-être, il y a tellement à faire, par où commencer? C'est un ressenti, hein. C'est un ressenti Parce finalement. que là, en plus, je suis vraiment au tout début, donc déjà, c'est bien parce que j'arrive avec des idées. Après, peut-être que ça marchera pas, parce que finalement, j'ai mon idée de chimiste, ok, j'ai mon nano-objet, je vais mettre une protéine dessus. Sur le papier, ça va, mais une protéine, ça marche en 3D. Il faut que sa conformation marche bien, et là, j'ai aucune idée. Peut-être que ma nanoparticule va gêner la bonne conformation, et ma protéine va être désactivée juste parce qu'il y a mon nanomatériau avec. Eh oui, ouais, c'est incroyable, c'est incroyable. Donc du coup, vraiment, c'est l'interface de tous les domaines, même des gens de la modélisation peuvent te modéliser des mouvements de ta molécule et tout ça. Et Ouais, ouais. j'essaie de regarder si je peux trouver des partenaires, mais moi, c'est vraiment ce qui m'attire, ce côté super pluridisciplinaire Hmm. et d'aller explorer ces nouveaux trucs. Des idées un peu farfelues, mais on va voir si ça marche. Non, mais c'est Peut-être top. qu'on aura des idées lumineuses. Le jeu de mots. Ah, il est incroyable. Bah, c'est sûr, c'est sûr. Bon, bah, là, t'enchaînes pas mal sur les perspectives et les propositions, hein, notamment de ce que tu viens de me parler, ces partenariats, essayer de rentrer encore plus de personnes dans ces projets. Et j'espère pour toi que ça donnera lieu vraiment à un projet de recherche ou un gros financement qui arrive derrière. Pour le moment, Ouais, on va à l'heure tenter. actuelle qu'on parle, c'est vraiment les sujets de recyclage et notamment des matériaux plastiques. Chers auditeurs, je vous renvoie aux épisodes d'Étienne, avec Étienne et avec Manon, qui est un épisode beaucoup plus sur la gestion des déchets, et Étienne sur la terminologie des mots plastiques et comment définit-on un plastique. Mais c'est vrai que peut-être qu'arriver, on va arriver à un moment donné où vous aurez pu avoir des gros financements, quoi. Mais pour le moment, c'est compliqué, je crois, Ouais. en termes de financement. À moins que tu arrives à mettre le mot recyclage, c'est pour ça que je t'ai parlé d'ACV, pour voir si tu es capable de mettre le mot recyclage quelque part. Mais Non, mais pollution plastique, je l'ai en tête, hein. et oui, bah ça peut être ton nanofragment qui est lui responsable de ta mauvaise nucléation de ton nano-objet, quoi. Non, mais en fait, pendant ma thèse, on a fait une spin-off justement sur la pollution plastique. Parce que mais, dans l'équipe où tu as fait ta thèse, Mhm. il y a quelqu'un qui travaille sur le projet du septième continent Oui, tout à et fait. qui s'intéresse à la pollution plastique. Oui, Et le problème, c'est que la pollution plastique, pendant très longtemps, ça s'est résumé à quoi? Avoir des sacs plastiques plus ou moins décomposés dans des champs, dans des forêts. c'est ça. Puis après, on a commencé à se rendre compte que finalement, tous ces déchets finissaient par s'envoler et atterrir dans les océans. Ouais. Et donc au début, on arrive à voir les objets qu'on voit à l'œil, donc des macro-objets.
Et après, avec des outils, on commence à détecter des objets un peu plus petits, des micro-objets. Et là, ça fait quelques années que maintenant, les gens ont commencé finalement à se dire, on a des micro-objets, mais ils peuvent continuer à se fractionner et avoir des nano-objets. Et là, des nano-objets, on va commencer à avoir des objets qui ont des tailles beaucoup plus petites que les tailles des cellules et on va pouvoir peut-être commencer à rentrer dedans et avoir Oui. des problèmes. Et donc, il y avait une chercheuse, Alexandra Terral, donc qui était dans ton équipe, dans ton laboratoire de Oui, thèse, bien Mike, sûr, bien sûr. et qui a essayé de mettre au point de son côté, finalement, un modèle de ces polluants plastiques Mhm. pour arriver à voir déjà en laboratoire comment ça se comportait. Oui, Et si on les mettait au contact avec des animaux, est-ce qu'il pouvait y avoir un transport, par exemple, un petit animal qui va manger du plancton, gober du plastique au milieu de ça, et après peut-être un prédateur va bouffer ce premier maillon de la chaîne, et ainsi de suite. Et ouais, je donc, comprends. à la fin de ma thèse, ces modèles de nanoplastiques, on les avait marqués par mes nano-objets. Mhm. Et donc, l'idée, c'était finalement, maintenant, on a du plastique qui est fluorescent, et donc, on pourrait s'amuser à faire ce type d'expérience avec une chaîne de plusieurs prédateurs et voir si on arrive à suivre ce polluant Oui, plastique au marquer long ce d'une chaîne polluant. trophique. Ouais, c'est Donc, incroyable, pouvoir marquer ce finalement, je ne peux pas polluant. être si loin que ça de la pollution Non, plastique. et non, parce qu'on rentre dans les nano-objets, tout ce qui rentre à partir de enfin, dans les technologies nano-objets, c'est toujours des problèmes de toxicité. Finalement, c'est un peu ça le nerf de la guerre de nano-objets. Un objet qui, à l'échelle submicronique ou micronique, n'a aucune toxicité sur l'homme, par son aspect nano, il peut être toxique. Parce qu'il peut, comme tu viens de dire, pénétrer dans des endroits. Parce que tu vas me dire du polyéthylène, tu touches du polyéthylène, tu crois vraiment que ça te fait quelque chose? Ça te fait rien du polyéthylène que tu touches. Tu le touches tous les jours quand tu te lèves le Ouais. matin. Mais dis qu'il devient nanométrique, là, ça peut se poser des questions. Donc effectivement, Et vu que c'est des intrinsèque questions à la taille. récentes, on n'a pas encore assez de recul pour avoir vraiment beaucoup d'études de toxicité, vraiment Tout à fait. comprendre Mm, quels sont mm, les problèmes liés à ça. mm. Il faut jouer à tous les échelles, hein, que ce soit aux échelles macro avec le waste management, hein, le management du déchet, ou effectivement avoir développé des nouvelles technologies ou alors c'est un grand mot des nouvelles technologies, on est d'accord, mais des nouvelles façons de collecter ces déchets. Enfin, il y a beaucoup de pistes à faire et il suffit de commencer à en prendre une et à essayer peut-être d'homogénéiser, de formaliser toutes ces approches, la gestion de notre déchet, la création de notre déchet, homogénéiser nos emballages pour pouvoir peut-être produire plus intelligemment. Parce que moi, je ne suis pas de la partie, c'est un parti pris, mais j'y crois pas beaucoup tu sais, au freinage de l'économie, tu vois, le fait de freiner l'économie, le fait de dire, bah, on va consommer moins. Voilà. Faudrait un flic derrière tout le monde. Voilà, alors, je prends volontairement cette casquette, je l'espère, bien sûr, hein. Je dis aux auditeurs, parce que je veux pas qu'on me catégorise comme quoi Mike, il croit rien. Non, je veux que ça évolue, bien sûr, mais ne se voilons pas la face. Voilà. Ne se bullshitons pas nous-mêmes, tu vois. Ne se voilons pas la face. Trouvons des solutions, agissons ensemble sur différents secteurs au même moment pour pouvoir résoudre chaque palier et au fur et à mesure, on y arrivera. Voilà, c'est pour faire un petit message. On va arriver à la fin de cet entretien, Baptiste. C'est passé vite, hein. J'ai pas vu le temps passer. Incroyable. Tu vois, je t'avais dit, je suis venu en touriste, j'allais me préparer. Au final, Non, mais non, on il faut a pas dit- dire ça. Il faut pas dire ça. Quand on parle de ce qu'on aime, on arrive toujours à trouver de quoi dire, en fait. Et l'objectif des épisodes Dromien Matériaux, c'est vraiment de partager sa science, de partager sa passion. Sa passion et amener un savoir. C'est ça l'objectif de ces épisodes. On n'est pas dans une conférence, on n'est pas dans une émission de télé pour d'autres choses. On est vraiment là pour partager un sentiment sur sa recherche. Et finalement, tu vois, je fais un parallèle. Allez, je vais te vendre. Je vais te vendre. Je vais te vendre. Vas-y. Quand je t'ai contacté, tu me disais, mais Mike, je sais pas si mon profil, ça marche vraiment avec Dromien Matériaux. Mais bien sûr que ça marche. Regarde, tu nous as parlé effectivement du domaine de la biologie, tu nous as parlé du domaine des matériaux, du domaine de la chimie, de toutes ces actes d'interface. Tu nous as amené ce que c'était un nano-objet, tes limitations, les limitations au fait de sa production. Tu t'es même plié à l'exercice de l'ACV finalement d'une certaine façon. Pour les puristes, ils vont me tomber dessus, mais en te demandant, mais si tu arriverais à avoir une meilleure collecte, tout ça, tu nous as dit tes limitations, donc ça veut dire que peut-être d'autres secteurs peuvent faire quelque chose pour toi, parce que toi, malheureusement, tu ne peux pas. Et, et finalement, on vient sur la gestion des déchets plastiques, des choses-là, parce qu'on a encore la liaison du nano-objet. Donc, tu vois, toute ta place, elle est bien remplie ici. Il y a aucun problème. Il n'y a aucun problème.
Baptiste, alors en termes de perspective, de ton évolution maintenant, ça va être le côté mindset, le côté Baptiste. Tes perspectives d'évolution personnelle sur ta recherche, sur toi-même en tant que chercheur ou en toi-même en tant qu'humain, qu'est-ce que toutes ces épreuves t'ont permis d'évoluer et comment ils t'ont permis d'évoluer? Mais déjà, d'avoir confronté toutes ces différentes disciplines, ça m'a permis de devenir super adaptable. Et l'enseignement aussi m'apporte, parce que finalement, ça a fait rire certains de mes étudiants quand je leur ai dit, mais tout ce que j'enseigne en TD maintenant, je crois que c'est absolument toutes les matières que j'ai séchées quand moi j'étais étudiant à la fac. Donc finalement, je leur dis, mais préparez vos TD, parce que moi aussi, je les prépare comme vous, mais je fait ça avant. C'est intéressant. C'est super intéressant. Ben, c'est sûr que on se forge. Au fur et à mesure, on se forge, on rencontre des opportunités qui nous forgent d'une certaine manière. Et effectivement, ça donne un facteur de forme différent à notre objet ou nano-objet. C'est ça. Puis Finalement, au, au final, restons dans ce champ lexical. l'intérêt d'être enseignant-chercheur, c'est qu'ok, j'ai une activité de recherche, mais une grosse partie de mon activité, c'est aussi en quelque sorte de dresser des cerveaux et donc de les entraîner à avoir un esprit critique, à réfléchir sur ce qu'ils font, quelles sont les limites, et pas tout prendre pour acquis. Mm. Ben, c'est exactement ce que j'essaie de faire avec ce podcast. Vraiment, c'est ça. C'est réattribuez-vous finalement votre connaissance. Ne prenez pas les scientifiques comme des gourous. On n'est pas des gourous. Nous sommes des personnes comme vous. Et on a juste un domaine qui est le nôtre, tout simplement. Tout simplement. Et on travaille pour ça. C'est pour ça qu'on détient cette connaissance, parce qu'on utilise notre temps pour l'apprendre, tout simplement. Et nous, on vous fait gagner du temps en vous donnant des compétences qu'on a mis du temps, nous, à acquérir. Peut-être parce qu'on a séché les cours. Pas vrai, Baptiste? Je vois pas de quoi tu parles. Ou alors, non, mais blague à part, mais J'étais sur une autre interface. mais voilà. Et ne prenez pas ça pour argent comptant. Retrouvez votre esprit critique. Réapprenez à connecter votre savoir et votre créativité. C'est ce qu'on fait, nous, avec Alexandre Créative, c'est connecter votre savoir à votre créativité. Et via Dromia Matériaux, on essaye vraiment de vous donner les outils, le vocabulaire, l'esprit critique, les points de vue, les limitations et, au-delà des limitations, la réussite de ce qu'on a réalisé pour vous donner des chemins concrets à la connaissance. Et voilà, tout simplement. Mais voilà, c'est ça le plus important. Alors, on enchaîne encore sur un autre truc. Les conseils. Alors, tu as des conseils? Monsieur le prof, tu as des conseils pour les Mais générations un, futures? un conseil pour les générations futures, c'est n'hésitez pas à aller faire des stages, même des stages volontaires en dehors de votre cursus. Et n'ayez pas peur de l'échec. Bon, je sais qu'en France, le système tolère pas très bien les échecs. Et bon, moi, j'ai vraiment un parcours insolite, hein. J'ai fait plusieurs fois la première année de pharmacie. Donc, j'ai eu un échec. Je suis allé à la fac. J'ai pas fait une école d'ingé. Et j'ai quand même réussi à aller jusqu'au master, au doctorat. Et après arriver même jusqu'à être enseignant-chercheur. Alors, je dis pas que c'est facile. Il n'y a pas beaucoup de postes en France. Mais si vous êtes motivé et que ça vous plaît, il faut essayer de faire ce qui vous plaît. Tout à fait. C'est de Et l'échec que c'est vous pas parce bâtissez votre que réussite. c'est ça. Tout à fait. Et c'est pas parce que vous avez le droit d'être perdu, de pas trop savoir ce que vous voulez faire au début. Oui. Mais n'hésitez pas à essayer d'aller voir dans les laboratoires comment ça se passe. Parce que Mm. finalement, ce que vous subissez de façon passive en cours magistral, de façon plus ou moins active en TD, c'est pas tout à fait pareil au niveau de la pratique Bien quotidienne sûr, de ce qu'on fait au bien sein d'un sûr. laboratoire. Connecter le savoir à la connaissance. C'est vraiment le pilier clé pour être à la fois, être un bon génie finalement, être un bon inventeur. C'est de savoir connecter le savoir à la connaissance, le savoir-faire. C'est effectivement. Et démystifions les choses à la fin de cet épisode. Vous avez le droit de dire non, d'accord? Vous avez le droit de dire je ne sais pas. Ça, c'est super important. Vous avez le droit d'avoir des échecs parce que ces trois choses, c'est ce qui bâtit votre réussite. Donc, donnez-vous les moyens de réussir, acceptez tout ce qui vous arrive. Attention, prenez-le dans les limites, hein, vous m'avez compris, mais acceptez ces échecs pour pouvoir bâtir votre réussite. Et pendant tout ce temps-là, formez-vous, apprenez, formez-vous, entraînez-vous
pour arriver au moment où vous souhaitez. Voilà, ça, c'est super important. C'est ce qui fait partie aussi de l'essence de ce podcast, c'est le côté mindset. Et on vous présente des profils pour vous présenter des mindsets différents. Et c'est un bel... Merci Baptiste de partager ça avec nous. Surtout, c'est ça qui me fait plaisir en tout cas. Merci à toi pour l'opportunité. Ouais, c'est gentil, merci. C'est sympa. Baptiste, arrivons à la question fatidique de Dromia Matériaux. T'as pas bossé, mais je te l'ai dit. Je déconne. Baptiste, si tu serais un matériau, lequel Ouais. serais-tu et comment tu te définirais-tu? Je pense que je serais mon nano-objet fétiche, une nanoparticule up converting, parce que comme elle, j'ai un profil extrêmement non linéaire et j'ai un peu tout fait à contre-courant. Donc je pense que c'est le nanomatériau qui me correspond le plus. D'accord, intéressant. C'est intéressant. Je pose cette question parce que c'est intéressant de voir comment on se définit à travers la matière pour finalement comprendre qui on est. Et OK, très bien. Ben, je prends. Je prends, j'accepte. Baptiste, dis-nous tout. Si on a envie de travailler avec toi, on a kiffé cet épisode, on se dit, bah, Dromia Matériaux, c'est trop cool. Et Baptiste, c'est encore plus cool. On a envie de bosser avec toi. Quel réseau social est le mieux pour te contacter? On te trouve où? Donc vous pouvez me trouver sur LinkedIn, mais je suis plus actif sur Twitter. Et de façon générale, c'est mon point de vue, mais je trouve que en fonction de ce qui vous intéresse, il me semble que par rapport au domaine de la chimie et des nanomatériaux, ce qu'il y a sur LinkedIn, c'est plutôt axé vers l'industrie, alors que sur Twitter, c'est plutôt axé sur la recherche académique. Et si vous êtes en recherche de stage, je vous conseille d'aller sur Twitter, parce que tous les groupes publient des stages, des offres de poste, en thèse, en postdoc, même juste pour suivre leur activité et savoir ce qui se passe, et voir s'ils font des choses qui peuvent vous intéresser ou pas. Eh ben, c'est une super transition pour vous dire ben, merci en tout cas de nous avoir écoutés. Si vous voulez suivre le podcast et le soutenir, donc le soutenir, vous pouvez le soutenir au travers d'un don, hein, si vous le souhaitez, qui est présent sur le site de Dromia Matériaux. Vous pouvez également nous soutenir en vous abonnant à la chaîne Alexandre Créatif de Dromia Matériaux et également sur le Spotify. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre 5 étoiles, ce serait trop cool pour nous. Ben, ça nous permet de nous mettre en avant et de proposer ce contenu au plus grand nombre. Et je termine par dire, bah, Baptiste, merci. Merci à toi, Merci à merci de toi, ton Mike. temps. Parce que le temps, c'est la ressource la plus précieuse qu'on a, parce que c'est celle qui est non régénérable. Ouais. Et merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir donné ton ressenti sur les matériaux, nous avoir apporté ces éléments de réponse sur les nanomatériaux. Parce que c'est vraiment, je trouve que c'est l'échelle nano nous fait penser différent. On n'a pas la même. Par exemple, une particule, quand tu vas mettre en œuvre un polymère, ou attention, je ne parle pas de synthèse polymérique, hein, je parle en mettre en Mhm. œuvre un polymère, c'est que tu as ton polymère, tu fais un objet. Voilà, comme matrice, il est polymère, ça, il n'interagit avec rien. Voilà, on est dans la plasturgie. Une impureté, bon, pas grave. Mais toi, non. Toi, non, parce que ton objet, il a la taille de l'impureté. Donc, bon, finalement, c'est pas forcément. Mais je veux dire, c'est des limitations qui sont très intéressantes à mettre encore devant. Et, euh, et merci pour ça. Baptiste, le mot de la fin. Ah, merci à toi. Le mot de la fin, dis-nous Je t'ai tout. devancé. Euh, merci Alexandre Créative. Merci aux auditeurs. Et n'ayez pas peur des nanos. On peut s'amuser avec. Et si vous voulez venir vous amuser avec moi, n'hésitez pas à me contacter. Eh ben, c'est sur de belles paroles. Merci à tous. Merci Baptiste. Merci à vous et à très bientôt pour un nouvel épisode de Dromia Matériaux, votre À podcast très bientôt. Sciences, Matériaux et Développement Personnel. Bye les amis. Bye.